comme ça. Et bonjour, Maxime Pinault. On a eu une réflexion début d'année sur l'engagement en marche et vol avec des organisateurs de compétition, avec quelques pilotes. Et l'idée là, à travers ces vidéos, ça va être vraiment de donner ma vision des choses, de l'engagement et parler de préparation, parce que quand on parle de sécurité dans ces sports-là, je pense que c'est la préparation en amont qui amène beaucoup de sécurité. Donc c'est un peu ma vision des choses. Voilà, je suis arrivé dans le parapente assez jeune, à 12 ans, grâce à mon papa. À partir de là, je suis passé un peu par toutes les structures de la Fédé, donc du pôle espoir de Font-Romeu, pôle France, voilà, sur le circuit de cross, jusqu'à gagner la finale de la Coupe du Monde en 2014. Et puis à partir de là, j'ai eu besoin de basculer sur d'autres objectifs aussi. Et le marche et vol, c'est vrai qu'il commence à être vraiment en essor. La X-Alp, ça m'avait toujours un peu fasciné. Et du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour aussi embrayer sur ce circuit-là, que c'était une nouvelle expérience. Et puis depuis, je suis un peu à bloc là-dedans. Et puis voilà, c'est un sport qui est très intéressant parce que c'est vraiment, la performance est multifactorielle, donc c'est vraiment ultra intéressant. Ce qui m'attirait vraiment avec la X-Alp, c'est vraiment ce côté, voilà, où ça englobe plein de paramètres de la performance. Il y a le vol qui est très important, le physique, il y a l'équipe, et je trouve que c'est un vrai défi, parce que moi je fais pas forcément, voire pas du tout, des sports d'endurance à la base, donc il y avait tout aussi un apprentissage de ça. Je suis pas forcément un montagnard à la base, donc aussi on est quand même dans les grosses montagnes pendant la X-Alp, donc ça me sort complètement de ce que je sais vraiment faire. Voilà, au début, c'est vraiment faire du cross, et ça me demandait beaucoup d'apprentissage aussi, ce qui est vraiment très intéressant. Donc on va parler un peu de préparer une band to fly, de la préparation pour une band to fly, en se mettant un peu dans la peau d'un pilote, d'un athlète voilà, qui n'est pas professionnel, qui a un temps limité et qui veut essayer d'optimiser ce temps-là pour voilà, avoir une préparation la meilleure possible, hein, si tant est qu'une préparation peut être vraiment la meilleure, mais en gros que voilà, il puisse faire plaisir sur la band to fly, et puis voilà, dans l'idée d'aller la boucler et de passer 3 jours vraiment chouettes. On va attaquer avec un premier volet sur la prépa physique, qui est un des volets importants. Je le fais pas en premier parce que c'est hiérarchique, c'est juste parce que souvent c'est celui qui intervient le premier dans une préparation, parce que bon, sous nos latitudes, l'hiver, on va dire que le vol, il va arriver un petit peu plus tard, mais la prépa physique, on peut vraiment la commencer assez tôt pour la band to fly, donc c'est vraiment la première chose dont on va parler maintenant. Bon, déjà, quand on parle de prépa physique, en endurance, hein, faut déjà s'entendre sur le terme d'entraînement. Donc l'entraînement, c'est un stress qu'on va infliger en quelque sorte à l'organisme. Et pendant la phase de récupération, il va arriver une phase qu'on appelle la surcompensation. Donc là où l'organisme va créer une adaptation, et ceci, palier par palier, ça va faire qu'on progresse. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le temps et dans une progression qui est un petit peu construite, hein. Après, il y a différentes manières de l'aborder. Il y a des gens qui sont très au feeling. Il y a des gens qui planifient beaucoup. Moi, je pense que quand on n'a pas forcément un temps illimité à accorder à l'entraînement et tout, il faut mieux essayer d'aller vers les choses un petit peu efficaces pour pas patauger, rester au même niveau, voire des fois régresser. Il y a des choses qu'on peut transposer, hein. On vole, notamment, on le voit en début de saison, si tu voles 2 heures, tu peux être complètement calciné, puis tu voles 2 heures en juin, c'est comme si ça passe comme une lettre à la poste. Donc en fait, il y a aussi des adaptations que tu fais. En fait, je pense que si tu fais du sport depuis gamin, que tu te connais très bien, tu peux faire, on va dire, un peu plus en fonction de tes ressentis, en fonction du feeling aussi, parce que tu connais beaucoup de choses sur ton corps et la façon dont l'entraînement fonctionne. En revanche, je pense que si t'es pas très rompu comme je l'étais, on va dire, à l'entraînement en endurance, je pense que ça vaut le coup de cadrer un peu les choses, parce que sinon tu peux vite faire n'importe quoi. Ouais, en tout cas, avoir des bases. Après, c'est très bien, hein, si on va vers un entraîneur. C'est même si on a envie de vraiment préparer les choses du mieux possible, je pense que c'est vraiment la meilleure solution. Après, je pense qu'en appliquant des choses un petit peu plus simples
des choses assez simples dans l'entraînement. Je pense qu'on peut se débrouiller aussi sans aller jusque-là. En tout cas, voilà, si on ne va pas viser des objectifs ultra élevés, quoi. En fait, déjà, on a parlé du phénomène d'entraînement. Aussi, maintenant, il faut parler un peu de l'entraînement en endurance, comment ça marche. Puis il faut déjà casser déjà un peu un préconçu, c'est quelque chose qui est un peu inconscient dans l'imaginaire collectif. C'est que le sport, en général, c'est quelque chose qui doit être dur pour le corps. Ça, c'est pas vrai. L'entraînement en endurance, on est souvent dans des zones d'intensité qui sont assez faibles, notamment dans une première partie de préparation. Donc si on découpe, il y a un découpage qui est très utilisé, des zones d'intensité, ça va de Z1 à Z5 en passant par Z2, Z3, Z4. Donc c'est des zones, notamment on la quantifie par la fréquence cardiaque, peut la quantifier par des sensations, on la quantifie par le ressenti de l'effort. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais en gros, de savoir que les athlètes en endurance, même à très haut niveau, ils s'entraînent entre 70 et 80% dans ces zones qui sont plutôt la zone 1 et la zone 2, qui sont plutôt des zones d'effort facile. Ça casse déjà un petit peu le mythe de la difficulté à s'entraîner dans ces sports-là. C'est quand même important là qu'on passe juste un peu de temps sur cette histoire de zone. Si on les découpe un petit peu dans une zone 1, ça va être une zone qu'on va appeler soit de récupération, si vraiment en bas de cette zone, récupération jusqu'à ce qu'on appelle l'endurance fondamentale. Donc ça intervient, cette zone-là, on va la travailler principalement. Si on prend la fréquence cardiaque, très souvent on est à moins de 70% de sa fréquence cardiaque maximum. C'est bas, c'est un effort qui dans l'ensemble est très aisé et on peut discuter avec les copains si on fait une sortie ensemble. C'est vraiment quelque chose qui est très cool. La zone 2, c'est un tout petit peu plus, c'est ce qu'on va aussi appeler, ça va de endurance cool quand on est un peu en bas de la zone 2 jusqu'à de l'endurance active, il y a différents noms, et c'est aussi un effort qui reste assez aisé, on peut avoir une conversation, on va respirer un petit peu plus, mais en gros, cette zone-là, on va monter, ça peut monter pour des athlètes déjà qui sont un peu entraînés jusqu'à 80% de la fréquence cardiaque maximum. Donc c'est une zone qui reste assez simple. La zone 3, on entre dans ce qu'on appelle des efforts tempos, où là, c'est plutôt entre 80 et 90% de la fréquence cardiaque max, qui commence à devenir un peu plus difficile. Malgré tout, on n'est pas dans un total inconfort. On commence à avoir un peu de mal à tenir une vraie conversation. Il faut respirer beaucoup plus. Et cette zone-là, en fait, c'est la zone que naturellement, les gens qui ont peu d'expérience en sport d'endurance, ils vont beaucoup chercher. Et c'est aussi une zone qui crée de la fatigue, alors que ce soit fatigue sur le système cardiovasculaire, mais aussi sur la fatigue mécanique, musculaire. Et donc en fait, si on va trop stresser cette zone, très souvent, si on revient au graphique qu'on a vu juste avant, et ben en fait, le temps de récupération devient trop court et en fait, on régresse au fur et à mesure. Donc les gens qui vont trop visiter cette zone, comme beaucoup de gens, ils finissent par vraiment régresser. Et après, on a ce qu'on appelle le Z4, c'est plutôt des efforts de seuil qui vont être très intéressants pour nous dans la suite de la préparation. C'est des efforts qui commencent à être difficiles, 90 jusqu'à 95% de la fréquence cardiaque max. On arrive à déblatérer quelques mots si vraiment il faut en déblatérer 2-3, quoi. Mais ça devient vraiment difficile. Et ça, c'est une zone qui est très intéressante à aller visiter, mais on va la visiter assez peu. Et Z5, c'est VMA, c'est VO2 max. On approche fréquence cardiaque max, c'est l'effort maximal. Et là aussi, on va la visiter de temps en temps. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment polariser son entraînement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du moyen tout le temps. On va faire beaucoup de faible intensité, Z1, Z2 est super intéressante pour des gens qui ont justement pas beaucoup de temps devant eux, parce que c'est celle qui va vraiment avoir le plus d'impact sur l'endurance, sur l'oxydation des graisses. Donc c'est vraiment celle-ci qui est vraiment très très intéressante. Et puis après, il y a certains jours, on va programmer des séances qui sont dures. Mais quand elles sont dures, elles sont vraiment dures. Mais l'entre-deux est un petit peu moins utile. Le fait de planifier à l'avance,
En gros, tu es inscrit dans une vision à plus long terme que le simple fait de te dire aujourd'hui j'ai les jambes, je me rentre dedans et puis oui voilà. Et puis en fait, tu te rends compte qu'à la fin de la semaine, tu t'es rentré dedans 3 ou 4 fois de suite dans la semaine, et ça, c'est pas très bon pour l'entraînement en général. Quand même, pour un entraînement un peu efficace pour des gens qui se connaissent pas complètement, c'est quand même bien d'avoir une montre et un cardio fréquence mètre, ceinture, parce que le poignet ça marche pas bien. Voilà, pour essayer de rationaliser un peu son entraînement et surtout voilà, voir s'il est bien polarisé. C'est vraiment la chose qui est la plus importante, de voir qu'on ne s'entraîne pas tout le temps aux mêmes allures, de vraiment faire du lent quand il faut faire du lent, de faire du dur quand il faut faire du dur, et puis de regarder ça un petit peu après l'entraînement. Mais ouais, ça vaut le coup quand même d'avoir ça à la main, quoi. Donc du coup là on passe un peu aux qualités physiques principales pour une course de marché-vol. J'ai pris un peu 5 items qui me paraissent intéressants quand on parle de ce que c'est une course de marché-vol. Donc bon, on peut la découper. Il y a voilà, sur l'endurance fondamentale, on en a parlé un petit peu avant, mais qui est en gros la base de la solidité du moteur un peu de l'athlète. Après il y a le dénivelé positif qui est un des facteurs les plus importants. Dans notre sport, on en bouffe beaucoup, qui demande de la puissance musculaire, qui demande quand même une bonne caisse. Donc c'est aussi un des aspects importants. Il y a la marche et la course à plat que j'ai un petit peu nuancé pour une borne to fly, parce que on essaie de nous emmener quand même dans des secteurs où ça va voler, on évite les secteurs où ça va borner à pied beaucoup sur des grandes lignes droites en fond de vallée. Donc je l'ai un peu nuancé, mais c'est aussi une des qualités qui à un moment est requise sur des courses plus longues et sur des secteurs plus, on va dire, plus grands. La nutrition, hydratation à l'effort, qui est aussi un bon sujet. Pour avoir été nul un long moment là-dessus, je peux en parler un peu. Et puis bien sûr il y a le sac sur le dos, avoir du poids sur le dos, même chose, hein, un peu même chose que sur le dénivelé. Ça demande des capacités, pour le coup on a de la chance, qui sont un peu similaires, c'est que ça demande de la puissance musculaire aussi. L'endurance fondamentale, en fait, tu es toujours en train de la travailler en réalité, dans un petit peu tout ce que tu fais, mais en gros ça va être un gros boulot, souvent il faut 3 mois de préparation. Je reviendrai juste après sur un petit peu comment ça se passe dans la réalité, la prépa, mais tu la travailles toujours. On va travailler polarisé, donc comme on a dit avant, faire beaucoup à faible intensité, et puis après mettre dans l'autre sac plutôt les intensités où là faut vraiment aller chercher des efforts beaucoup plus intenses, mais de manière avec parcimonie. Et après sur les autres items, le dénivelé, pour le coup je le travaille beaucoup en trail, parce qu'il n'y a pas qu'avec le sac sur le dos. Moi j'aime beaucoup courir, donc je vais dans quasiment toutes mes séances de trail, il va y avoir un dénivelé assez conséquent. On peut le travailler à vélo, on peut le travailler un peu dans toutes les disciplines qui vont demander la puissance musculaire. La puissance musculaire, ça va aider dans le dénivelé. C'est en fonction un petit peu on va dire des profils de chacun. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout courir, on en connaît même à la X-Alpes, et la chose qu'on voit quand même, c'est que les gens qui courent, ils ont quand même un avantage sur cette course. Si on prend un Benoît Wouters ou quoi, c'est un avantage quand même dans l'ensemble, mais il y a d'autres profils de personnes qui s'en sortent très bien sans ça. Donc, en tout cas, ça demande à être travaillé assez fortement. Le sac, forcément dans le dénivelé beaucoup, dénivelé plus charge sur le dos, parfait pour la puissance musculaire. Ça commence dès des zones d'intensité assez faibles. Ce qui est bien, c'est d'aller des fois visiter un peu la zone 3 sur des montées. Alors c'est pas dans l'entièreté de la montée, ça va être des petites fractions d'effort où on va pousser un peu plus du coup le boulot de la puissance musculaire dans la pente. Et l'autre facteur sur lequel on peut jouer, c'est le poids du sac. Ça m'est arrivé sur des prépas de prendre un sac jusqu'à 15 kg dans la pente. Par contre, jamais à plat, parce que ça c'est le meilleur moyen pour se faire mal. Mais en tout cas, d'aller jouer, c'est un peu comme faire de la muscu en fait, mais
naturellement, et puis tu redescends en volant, donc c'est quand même plus sympa. Donc pour bosser cet aspect-là de puissance musculaire, l'idée ça va être d'augmenter sa vitesse maximale ascensionnelle. Souvent on parle de VMA à plat, mais nous ce qui nous intéresse plutôt dans le marché-vol, c'est plutôt la vitesse à laquelle tu grimpes la pente. Je mets des entraînements en descente et je pense que c'est important en fait parce que en gros dans le dénivelé on est sur des efforts pour les muscles qui sont concentriques, donc on est sur des efforts où on contracte le muscle beaucoup, et à la descente on est sur des efforts excentriques et où le muscle va freiner et va s'étirer pour faire frein en fait, pour pas qu'on se fasse emmener par la vitesse. Et en fait c'est un effort qui est ultra traumatisant, et en fait si on le fait pas, première descente ou même la course à plat, tout le monde boite à la fin, quoi. Donc vu que j'aime beaucoup courir, ça tombe bien parce que je fais beaucoup de descentes, ça me pose aucun problème. J'en fais moins que le sac, faut quand même se méfier un petit peu, voilà, on en fait une de temps en temps, mais voilà, c'est aussi un moyen de se blesser. Mais par contre, en course à pied, c'est vraiment un très bon boulot, ouais, pour le coup. La descente, pour être prêt quand même à encaisser d'autres types d'efforts qu'on peut être amené à rencontrer. On peut avoir à descendre de la montagne parce que ça vole pas. On peut se retrouver sur du faux plat descendant. Enfin, il y a plein de moments où on est sur d'autres efforts que de l'excentrique. Une autre chose avec laquelle je le bosse aussi quand on est vraiment sur des grosses charges dénivelé positif, uniquement ça va être un peu de renfort musculaire. J'aime pas beaucoup ça, mais le coach l'oblige un petit peu, qui sont vraiment axés sur cet effort excentrique pour pas se faire avoir là-dessus. Donc ça va être des fentes, ça va être des petites choses comme ça qui font qu'on garde toujours en mémoire ces efforts-là, ouais, qui sont un peu bâtards. Les autres petites choses, marche et course sur le plat, c'est un autre item là, qui est pas voilà, c'est à entraîner, c'est pas simple parce que c'est quand même vraiment la chose, le compartiment où on peut avoir le plus potentiellement de blessures. Il faut y aller progressivement. Je pense que ça prend des mois et même des années pour vraiment que le corps y soit prêt. J'avais eu cette discussion notamment avec Riegel au début, qu'il a dit qu'il avait mis, je sais pas, il commençait peut-être à courir avec le sac au bout de sa 3e X-Alp. Donc je pense qu'il faut vraiment, déjà, si tu cours de base, t'es quand même bien mieux préparé. Il faut que le sac, en termes de volume et de poids quand même, il soit on va dire à son minimum, que les chaussures soient nickel, et après il faut trouver sa foulée parce que la foulée est ultra différente d'une course en sac, et donc ça change beaucoup de choses en termes de course comme on aurait l'habitude. Donc il faut trouver sa foulée, il faut l'entraîner. Tu peux, imaginons, tu fais une sortie, tu peux marcher un peu avec le sac, et puis j'en avais fait un petit peu au début, tu marches sur 5 minutes et puis tu vas courir 3 minutes. Par exemple, c'est des choses qui peuvent marcher. En tout cas, j'ai envie de dire qu'à la moindre alerte, il faut y aller mollo, quoi, en termes physiques. C'est des allures aussi, faut bien se rendre compte que les allures auxquelles on court avec le sac, même sur une X-Alp, les tout meilleurs, c'est rarement plus de 11 ou 12 km/h, ça commence à être beaucoup, ou alors c'est le sprint final, quoi. Enfin, en descente, quoi. Ouais, ou en descente, mais par contre, il y a quand même une grosse différence entre la personne qui marche à 5, 6 et puis le mec qui marche à 9 ou 10, quoi. Ouais, qui trottine à 9 ou 10. Donc, mais pour une born to fly, ça a un petit peu moins d'impact quand même sur la performance finale. Moi, sur la nutrition, pour avoir été assez mauvais quand même longtemps, en gros, il faut quand même amener du carburant au corps. Voilà, en gros, si je prends mon cas perso, j'ai un estomac, enfin en tout cas le ventre un peu sensible, donc je fonctionne beaucoup avec une boisson qui me va très bien, qui en gros, je la dose pour avoir à peu près 60-70 grammes de glucides par heure. Un peu moins à l'entraînement parce que c'est un tout petit peu moins important, sauf quand c'est vraiment de la simulation pour la course, où là j'ai vraiment envie de préparer un peu plus l'organisme à ce qui va vraiment se passer, parce que vraiment il faut que le ventre
voilà, ils vivent bien le truc. Mais en gros, je tourne beaucoup à la boisson, de temps en temps un gel, et puis après, sur des moments un peu plus en course, hein, je pensais, mais des pâtes, ou vraiment très très simple pour le coup, mais essayer d'avoir un apport qui est régulier et puis que vous avez testé à l'entraînement. Ça, c'est super important. Des fois, pour l'avoir fait aussi, tu vas dévaliser le rayon d'une célèbre enseigne la veille, et puis en fait le jour de la course tu as mal au ventre. Ouais, il faut le tester absolument à l'entraînement. Donc pour architecturer son plan, un des nerfs de la guerre, c'est le temps de dispo qu'on a. Ça, je vous apprends rien. Il y a l'environnement dans lequel on est. J'ai eu des questions de gens qui malheureusement habitent en plaine. Donc c'est pas simple non plus pour s'entraîner pour du marché-vol, donc on essaiera de... Donc voilà, il faut adapter un peu on va dire son entraînement. Il y a des sports qu'on pratique, hein, parce qu'on peut aussi, dans le cas de l'entraînement, on va pas faire que du marché-vol. Et puis ouais, avoir un petit peu conscience de ses qualités et de ses défauts de base, quoi, pour essayer d'avoir un peu un entraînement qui correspond à renforcer quelques faiblesses, des points forts, etc. C'est une vision parmi plein d'autres, hein, de l'entraînement. C'est un peu moi c'est l'idée que je m'en fais après avoir bossé beaucoup avec Emilio ces dernières années. Donc c'est vraiment une vision. Il y a plein de façons de s'entraîner. Il y a presque autant d'entraînements possibles que d'athlètes, j'ai envie de te dire. Donc à vous après de faire votre sauce. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on parle d'endurance, notamment des endurances un peu... Voilà, des compètes en endurance un peu longues comme on fait, on dit travail sur du long terme et on dit régularité. Et la régularité, c'est le point le plus important. C'est vraiment, c'est pas de faire la plus grosse sortie du monde et puis de s'arrêter 2 semaines, quoi. Ça va être vraiment d'y aller très régulièrement, ce qui va faire que vous allez progresser. Donc ça, c'est vraiment le premier point. J'ai découpé un peu ce qu'on peut faire un peu en trois étapes. Et la première étape, ça va être de construire une base aérobie qui est solide. Ça prend quand même au moins 3 mois. Après, en réalité, on la travaille tout le temps. Notre endurance, la base aérobie, c'est notre endurance de base. Donc on va toujours la travailler naturellement. Hein, mais 3 mois, c'est quand même un minimum, j'ai envie de dire, pour se mettre en forme, pour après aller faire des entraînements qui sont plus difficiles et qui vont chercher à faire encore monter un peu la forme avant votre objectif. Donc dans cette étape-là, il y a un gros travail, comme on disait, sur les zones 1 et 2. Hein, ça va être 75%, 80% du temps passé à s'entraîner à des allures qui sont lentes. Hein. Quand on dit zone 1, zone 2, quand on s'entraîne dans le dénivelé, il faut avoir en tête que sans le sac, hein, la plupart des gens, c'est de la marche quand on est dans le dénivelé positif. Donc c'est un effort qui peut paraître un peu rébarbasif, mais c'est vraiment, il faut le faire. Faut pas chercher à toujours, à chaque sortie, aller battre un tel sur le segment Strava ou battre son record de machin. Ça sert à rien. Il faut créer cette discipline pour vraiment aller polariser son entraînement, à faire ce volume-là tranquillement. On doit pas rentrer dans quelque chose qui est difficile. On peut varier les sports, donc on peut faire du marché-vol. Hein. Je pensais, si on prend, bien sûr, on peut faire du marché-vol si c'est la fin de l'automne souvent ou l'hiver. Hein, on va commencer cette préparation pour une Born to Fly par exemple. Donc du marché-vol, mais aussi des sports, on va dire d'autres sports, et surtout aussi des sports portés. Donc je pense vélo, ski de fond, ski de rando, qui vont développer d'autres qualités et puis qui vont laisser un peu, on va dire, les chocs de la course à pied, du marché-vol et tout, au placard pour un peu de temps, et donc ça laisse un peu les articulations et tout tranquille. C'est aussi une bonne manière de s'entraîner. On a parlé vraiment de cette grosse base vraiment d'entraînement à faible intensité. À l'inverse, c'est bien, même dans cette période de travail là, de la base aérobie, d'aller décrasser un peu de temps en temps le moteur. Moi, j'ai tendance à le faire de manière assez peu formelle dans ce moment de l'année. C'est-à-dire que
Si un truc qui me fait envie, j'ai envie de me taper un chrono sur la montée derrière la maison. Si j'ai envie d'aller... en tout cas, si j'ai envie de mettre de l'intensité, j'ai envie de trouver un truc fun et ça me va bien. Je vais aller faire du seuil. Moi, j'aime beaucoup faire des efforts au seuil. Donc, je vais aller faire ce genre d'exercice-là, mais je me mets pas vraiment de cadre. Voilà, je dédie tant de minutes ou tant de temps à cet effort-là et sur tel segment, et puis ça me va bien, ça décrasse le moteur, parce que bon, l'entraînement, toujours à très basse intensité, le corps il s'y habitue aussi, puis ça devient un gros diesel, donc il faut aussi des fois souffler un coup dans les tuyaux en apportant ça, et un peu de renfort musculaire. J'en ai pas fait pendant très longtemps, parce que j'ai aussi la chance de très peu me blesser, mais ça vaut le coup d'en mettre un peu aussi. Je suis pas un spécialiste, donc je ne peux pas en parler trop longtemps, mais en gros, fente, squat, c'est des choses que je fais de temps en temps. Dans ton étape 2, l'idée c'est de faire monter ta forme, donc en gros ça dure souvent faut bien prendre 8 semaines quoi. Donc on essaye de maintenir du volume. Souvent, ça marche bien de faire quelques blocs, tu vois, sur 2 jours, des fois 3, d'aller faire vraiment de la basse intensité pour garder vraiment les capacités que tu as développées sur cette étape 1. Mais voilà, tu vas commencer à le faire sur quelques jours aussi pour voir un peu comment la fatigue ça peut s'accumuler ou si tu réponds bien à ça. On va passer sur un peu moins de sport, on va dire un peu porté. Il faut quand même aller chercher la spécificité de ce qui fait la discipline, c'est-à-dire qu'on est à pied, il y a des moments de course, il y a un peu des chocs, donc on va repasser vraiment on va remettre beaucoup les baskets. Après, voilà, on va passer à des intensités plus structurées. Donc dans l'ensemble, on va chercher aussi d'une semaine à l'autre à progresser dans les intensités. Ce que je fais beaucoup, ça va être par exemple, si on prend sur une progression sur 3 semaines, souvent ça marche bien, tu as 3 semaines, une semaine où tu décharges, 3 semaines, une semaine où tu finis par décharger, mais sur les 3 semaines, tu vas faire, il y a une séance de VMA où ça va être 6 fois 1 minute 30, 1 minute 30, donc à VMA, donc je le fais en côte. Et puis la semaine d'après, ce sera plutôt 5 fois 3 minutes. Et puis la semaine d'après, etc. La semaine de décharge, souvent tu retranches 50% de volume, 50% d'intensité. Ça marche pas trop mal, c'est-à-dire qu'il faut quand même laisser le temps à l'organisme de récupérer. Mais si on parlait souvent on me pose la question sur les intensités, avec Emilio, en gros, il me fait faire tant d'efforts, temps de récup c'est le même. Par contre, je le fais qu'en côte parce que ça développe aussi la puissance musculaire. Par contre, le moment de récup, elle se fait pas, on s'arrête, elle se fait, on continue à Z2 dans la montée tranquillement, on reprend son souffle, mais on continue de monter. Ouais. Donc tu reviens pas complètement au repos total. Et puis dans l'étape 2, souvent c'est quand même fin d'hiver, début du printemps, on prend, je reviendrai au vol plus tard, hein, mais on commence à prendre fortement en compte le vol dans l'équation, c'est-à-dire que des fois on est obligé parce qu'on a fait il y a une bonne journée météo, on va essayer de placer la séance qu'on devait placer, on va la placer ailleurs, ou il y a de la fatigue qui est due à un vol long, et à la place de la séance d'intensité qui était le lendemain, on va peut-être placer plutôt une séance de récup ou une séance d'endurance tranquille par exemple le lendemain. C'est aussi important à prendre en compte. Le vol a un vrai gros impact sur la fatigue. Ouais, et l'étape 3 en gros c'est ce qu'on appelle l'affûtage. L'affûtage c'est 1 à 2 semaines un peu en fonction de l'épreuve, mais et puis en fonction des gens. Encore une fois il n'y a pas de recette miracle, mais l'affûtage c'est marrant parce que c'est souvent là que tu vois les mecs qui sont un peu en retard dans leur prépa, ils se disent que tiens ils vont en remettre des couches et ça sert à rien. Donc l'idée dans l'affûtage, c'est de faire un maximum de fraîcheur. Donc on va vraiment, un peu comme une semaine de récupération, on va retrancher du volume, on va retrancher de l'intensité. On va en garder un petit peu quand même, des sorties, mais par contre ça va être plus court, ça va être... si c'est une intensité, si par exemple tu avais l'habitude de faire
du 6 fois 1 minute 30 par exemple, voilà, tu vas faire 3 fois 1 minute 30, ça marche bien, ou alors 4 fois 1 minute, en gros l'idée c'est d'essayer de garder ce fond d'intensité, comprendre au corps qu'il va se passer un truc quand même, mais de le laisser récupérer. On va aussi se concentrer sur des travaux de gestes purement techniques, par exemple un truc que tu peux faire à la maison, c'est pliage-dépliage, des choses qui vont t'aider pendant la course voilà, à travailler un petit peu ta vitesse sur ces postes-là. Et puis le mental, on va le diriger sur la logistique, l'étude du terrain, enfin des choses qu'on a pu laisser traîner et puis aussi qui seront très utiles pour la course. Mais voilà, des fois c'est dur de ces moments où tu es obligé de relâcher, de vraiment que la tête se dise pas ouais mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, c'est pas grave, le boulot il est fait. Donc réussir à orienter la tête vers d'autres choses qui vont te servir pendant la course, c'est assez important. Donc voilà, première partie sur la prépa physique terminée. Encore une fois, on y pioche ce qu'on a envie, c'est une vision des choses, un peu rapide, un peu générale, mais ça permet de se faire une petite idée de comment améliorer un petit peu sa prépa.